Bonjour mes chers élèves, comme toujours, aujourd'hui on va continuer une leçon. Je vous rappelle qu'on est dans le troisième module intitulé Antigone. Son genre, c'est une tragédie moderne de son dramaturge Jean Anouilh. Je vous rappelle également que la pièce Antigone est une pièce en un acte. Il n'y a pas plusieurs actes, un seul acte présenté pour la première fois en 1944 qui coïncide la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Durant l'occupation allemande, à l'époque, la France était occupée par l'armée allemande. Donc aujourd'hui, on va traiter le prologue qui est considéré comme la scène d'exposition dans la tragédie classique. Donc, pour la structure du prologue, on va voir il y a deux étapes. Premièrement, on va définir d'abord c'est quoi un prologue. Qu'est-ce qu'un prologue? Après, on va voir la présentation des personnages. Donc, parce que le prologue, c'est un personnage qui ne fait pas partie des personnages de l'histoire, de la pièce. C'est un personnage qui est isolé. C'est lui qui va présenter les acteurs. Et après, on va voir la présentation de l'histoire d'Antigone. Donc, les différents sens du mot prologue. Donc, on a 4 sens. Premièrement, c'est une partie d'une œuvre. Donc, le prologue, une partie de l'œuvre. Deuxième sens, il est considéré, comme j'avais déjà dit, c'est une scène d'exposition. Troisième sens, c'est une partie de la pièce qui précède l'entrée du chœur. Et quatrièmement, c'est un discours qui précède la pièce et dans lequel on introduit plusieurs personnages. Vous avez ici Antigone de Jean Anouilh, plusieurs personnages. Donc, on va voir la présentation de ces personnages selon l'ordre. Donc, c'est ça les différents sens du mot prologue. Donc, c'est une partie d'une œuvre, une partie, ou bien c'est une scène d'exposition. Ça, c'est la définition qu'on a dans la tragédie classique, ou bien une partie de la pièce qui précède l'entrée du chœur. Une partie qui précède. Avant de commencer la pièce, on va présenter cette partie. Quatrièmement, c'est un discours toujours qui précède la pièce. Et c'est le discours ici qu'on a, c'est le prologue qui va prononcer. Donc, si on revient à l'origine, ou bien ce qu'on appelle l'étymologie même de la formation de mots, le terme prologue se compose de pro, qui signifie avant, et de log, qui signifie texte. Ça veut dire prologue avant texte. Il s'agit donc d'un texte-discours placé avant le texte. Donc on a l'histoire d'Antigone, et on a ce qui est avant l'histoire, c'est avant le texte, c'est le prologue. Dans Antigone, le prologue correspond au texte d'exposition. Ça veut dire la scène d'exposition, c'est la scène qui présente les personnages, il décrit ces personnages, il présente la relation entre même ces personnages, et en même temps au personnage narrateur omniscient. Parce que ici le prologue, c'est le personnage narrateur omniscient qui présente les comédiens. Omniscient, ça veut dire il sait tout, parce que lui, il sait plus que ses personnages. Il sait même le passé et même l'avenir de ces personnages. Qui présente les comédiens personnages et toutes les données qui précèdent la pièce. Il s'y déroule et il la termine. Il sait tout de tout. Il sait tout de tout. Il sait tout sur ses personnages, sur l'action et sur même la fin de la pièce. Le passé, le présent, le futur. Il informe des lecteurs, spectateurs de tout. Il informe les lecteurs, spectateurs. Nous, en tant que lecteurs, en tant que spectateurs de cette pièce, le prologue il nous informe de tout ce qui se passe après. Les personnages, ils ne savent pas ce qui se passe à la fin. Mais les lecteurs, spectateurs, ils savent, d'après le prologue, ce qui se passe à la fin. Donc, après, on a la deuxième partie, c'est la présentation des personnages. Donc, on a les personnages, on a le portrait. Ici, on a adopté le tableau pour bien synthétiser, pour ne pas vous embêter par des textes.
On a le personnage, une colonne des personnages, la colonne des portraits physiques, portraits moraux et autres informations. Donc, bien sûr, ici le prologue il a commencé par l'héroïne. L'héroïne, c'est le personnage principal, c'est le personnage qui prend, son nom prend le titre de l'œuvre. Donc, il va suivre un ordre de personnages principaux aux personnages secondaires. Donc, Antigone. Donc, on a Antigone, c'est le portrait physique. C'est la petite maigre, la maigre jeune fille noiraude. Donc on nous donne déjà. Donc Antigone, c'est la fille, qui figure parmi les personnages principaux. Antigone d'abord, c'est la fille d'Oedipe. C'est la sœur de Théocle. C'est de Polynice et d'Ismène. Cette jeune fille est l'héroïne de l'histoire, ça veut dire le personnage principal, qui porte d'ailleurs son nom, parce qu'il porte le nom de la pièce. Il est décrit comme pas assez coquette, ça veut dire qu'elle n'est pas belle par son entourage, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une volonté de faire. Elle a une volonté de faire, ça veut dire qu'elle est courageuse, ce qui la poussera à affronter son oncle criant en essayant d'enterrer son frère. Deuxièmement, on a vu, et de plus, autre information que nous allons voir, c'est qu'il va mourir à la fin. Deuxièmement, Ismène. Ismène, c'est la sœur d'Antigone, qu'il aime beaucoup. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle, mais qui n'est pas très courageuse. Donc elle est lâche, elle est peureuse, avant la fin de l'histoire. Donc Ismène, comme vous l'avez, elle est blonde, elle est belle. Donc, portrait moral heureuse, goût de la musique, goût de la danse, des jeux, etc. Autre information, on n'a pas. Donc, le troisième personnage, c'est Aimant. Aimant, c'est le jeune homme, c'est le fils de Créon et d'Eurydice, c'est le fiancé d'Antigone, à laquelle il est très fidèle. On a vu qu'il lui dit, oui, Antigone, je t'aime, oui, quand il a dit déclarer son amour, oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Donc, cette fidélité et cet amour qui va le conduira au suicide à la fin de la pièce. Lorsque cette dernière, ça veut dire il meurt quand Antigone va mourir sur les ordres de Créon. Cela peut le pousser également à mépriser son père. Il va mépriser aussi son frère qu'il a aimé beaucoup auparavant. Donc on a le personnage suivant, c'est Créon. Donc Créon, c'est le frère de Jocaste. Légitime roi, ça veut dire c'est le roi qui est accepté par le peuple de Thèbes après la mort des deux princes ennemis. Quels sont les princes ennemis? C'est Théocle et Polynice. Donc Créon est un souverain âgé, il est vieux, réfléchi et courageux. Il nous décrit comme étant seul, donc quand il a dit dans le prologue Créon est seul, se consacrant ainsi entièrement à son règne, il assume les sacrifices nécessaires comme la punition de Polynice ou l'exécution d'Antigone. Donc c'est lui qui a pris en charge d'appliquer la loi. C'est quand il a décrété que quiconque osera enterrer le cadavre de Polynice, il sera puni de mort. Et c'est lui aussi qui a donné l'ordre d'exécuter et de condamner Antigone. Donc on a vu parmi les autres informations, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Donc après on va entrer au personnage secondaire. Donc on a Eurydice. Eurydice c'est qui? Eurydice, c'est la femme de Créon qui passe ses journées à tricoter des habits pour les pauvres de Thèbes. Donc ces pauvres qui auront froid à la fin de la pièce. Donc à la fin de la pièce, il va se trancher la gorge. Ça veut dire elle aussi, il va se suicider, il va mourir en apprenant la mort de son fils et Aimant. Et aussi donc, on a vu que c'est une femme parmi le portrait physique, qu'elle est bonne, qu'elle est digne, qu'elle est amante. Oui. Après, on a la nourrice. La nourrice, elle est très petite, c'est une vieille dame.
c'est la domestique de la famille royale, appelée aussi Nounou par les filles, par Ismène et par Antigone, dont il s'occupe. Après le personnage, après la nourrice, on a le page. Vous avez le page, il est trop petit. Pour le portrait physique, il n'y a pas aucune indication. Pour le portrait moral, il ne peut rien pour Créon. Donc ça veut dire qu'il ne peut rien faire pour Créon. Donc ça veut dire qu'il est incapable d'aider Créon. Après, on a le messager, c'est un garçon pâle. Il est solitaire, il viendra annoncer la mort des morts. C'est lui qui va annoncer à Eurydice que son fils Aimant est mort. Il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres, il le sait déjà. Il sait déjà, ça veut dire il sait la fin de la pièce, il sait qu'à la fin, il y a la mort d'Antigone, la mort d'Aimant, et lui qui va informer Eurydice que son fils est mort. Enfin, il y a les gardes, on a les gardes. Donc, quels sont les gardes? Donc, il y en a 3. Ce sont 3 gardes qui sont chargés de surveiller le cadavre de Polynice. Donc, ce sont des hommes rougeaux, chapeau sur la nuque. Ils sentent l'aile, le cuir et le vin rouge. Ils ne sont donc pour le portrait moral, ils ne sont pas de mauvais bougres, ça veut dire qu'ils sont des personnes comme les autres, ils sont gentils. Ils ont la conscience tranquille, ils sont dépourvus de toute imagination. Donc, ils ne réfléchissent pas. Toujours satisfaire d'eux-mêmes et de la justice. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes et de la justice de Créon. Autre information, on a vu que ces gardes, ils jouent aux cartes. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis, des petits problèmes comme toutes les familles. Donc en Eurydice, on a déjà vu ça. Donc pour maintenant le volet 2, c'est la présentation de l'histoire. Donc après avoir présenté les personnages et leur description, on a le prologue, il présente l'histoire avant de commencer la pièce. Donc, quand l'histoire commence, c'est quand Polynice, les 2 frères d'Antigone, Polynice et Théocle, les 2 frères Antigone, ou bien les 2 frères qu'on appelle aussi les ennemis, ont fait la guerre sur le trône de Thèbes. Ils ont fait la guerre et se sont entretués sur le champ de bataille. Les 2, nous avons déjà vu que Polynice, il a recouru aux 7 forces étrangères qui vont l'aider contre son frère Théocle. Deuxièmement, leur oncle Créon, puisque maintenant Théocle est mort, Polynice aussi, il ne reste que les 2 filles. Les 2 filles ne peuvent pas accéder au trône, donc c'est leur oncle Créon qui est devenu roi de Thèbes. Après, donc, quand il est devenu roi, donc il a ordonné que Théocle, le bon frère, parce qu'on a qualifié que Théocle c'est un champion national, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles. Ça veut dire on lui organisait d'imposantes funérailles, donc des funérailles officielles, et tout le monde il va pleurer sa mort, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, donc il serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Il sera laissé à la proie des corbeaux et des chacals. Ça veut dire que son cadavre, il sera mangé, dévoré par les chacals, les animaux, etc. Alors, le décret du roi, c'est que quiconque, ça veut dire personne, osera lui rendre les devoirs funèbres à Polynice, il sera impitoyablement, ça veut dire sans pitié, il sera puni de mort, il sera condamné à mort. Celui qui a osé, celui qui a le courage d'enterrer le cadavre de Polynice. Enfin, donc, c'est une tragédie, on a une annonce, le prologue nous annonce que c'est une tragédie. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort d'Antigone, d'Aimant et d'Eurydice. Et cette mort, elle est inéluctable, ça veut dire elle est inévitable, c'est une fatalité, parce que
à la fin, il va mourir, Antigone, quel que soit ce qu'ils font pour être sauvés, ils seront morts à la fin de la pièce. Donc, merci de votre attention et à la prochaine. Et je vous conseille aussi, tout le monde, puisqu'on est on vit dans des moments difficiles de confinement, sauver des vies, c'est rester chez vous. Et la prochaine leçon, on va étudier la première confrontation entre Antigone et la nourrice. Et merci.